Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse de Westworld, de la première saison de Westworld. Il s'agit de la remise en ligne d'une vidéo qui date de l'époque de The Grand Est et la réalisation technique est assurée par Nicolas Cattard. Et vous aurez droit à cette introduction au début de chacune de ces prochaines vidéos qui seront remises en ligne pour répondre aux demandes de certains d'entre vous. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. Salut! Salut à tous et bienvenue pour cette analyse de l'épisode 2 de Westworld, la série HBO diffusée en France sur OCS. Pour tout vous dire, l'émission est encore un peu en phase de rodage et j'ai décidé de réorganiser un petit peu la vidéo en vous présentant un débriefing de l'épisode avec un découpage par personnage ou par groupe de personnages, un peu comme ce que je faisais pour Game of Thrones. Même si ce deuxième épisode s'ouvre sur Dolores, je vous propose de commencer avec William et Logan qui nous offrent notre premier véritable aperçu du point de vue des visiteurs du parc. De prime abord, William semble être plutôt quelqu'un de bien, alors que Logan a toutes les caractéristiques du pervers narcissique. Par ailleurs, on apprend presque immédiatement que William et Logan sont des collègues de travail en dehors de l'univers du parc de Westworld. Mais revenons à leur arrivée au parc. On remarque que l'arrivée des visiteurs s'effectue à bord d'un train super high-tech. Les décors ne laissent d'ailleurs plus aucun doute sur le positionnement souterrain du complexe de contrôle. Cet enfouissement du complexe pourrait d'ailleurs être considéré comme un symbole mythologique, voire biblique. En effet, l'homme aurait renoncé au monde originel, ouvert et beau, qui serait représenté par la nature du parc, et il y aurait renoncé pour venir s'enterrer dans son propre enfer, un enfer que l'homme aurait créé pour lui-même. Dès l'arrivée des visiteurs, l'accent est mis sur leurs désirs et sur des ressorts très puissants et très primitifs chez l'être humain, à savoir Eros et Thanatos, le désir et la mort. En effet, lorsque William choisit son attirail de cow-boy, les armes sont particulièrement mises en avant et l'hôtesse lui fait clairement comprendre qu'elle est totalement à son service. Le dernier élément de son costume place William face à un choix, chapeau blanc ou chapeau noir. On peut y voir une métaphore du choix moral que s'apprête à faire le visiteur en entrant dans le parc. Sera-t-il tout simplement un gentil ou un méchant ? Enfin, on découvre avec émerveillement que les visiteurs passent directement du complexe souterrain au train qui les mène à la gare de Westworld. De cette façon, le train a dans Westworld un peu le même rôle que ce qu'il pouvait avoir dans le Far West, le passage d'un monde à l'autre et surtout le fait de repousser les frontières. On retrouve William une dernière fois en toute fin d'épisode alors qu'il rencontre Dolores et qu'il semble tout simplement en tomber amoureux. Passons à Dolores justement, qui semble être guidée par une voix et qui se lève en pleine nuit et on découvre uniquement vers la fin de l'épisode que cette voix la guide vers un pistolet qui a été caché apparemment de longue date près de chez elle. Cette arme est sans doute chargée à balles réelles et je commence à me demander si ce revolver n'aurait pas été caché là par Robert Ford en personne. Outre l'ouverture de l'épisode et la scène du pistolet, on retrouve également Dolores dans la rue principale alors que toujours la même voix lui intime de se souvenir. Elle est alors frappée par une vision de carnage, une vision marquée également par la présence d'un loup. Dans les commentaires sous la vidéo consacrée au premier épisode, Eric Kubi a émis une hypothèse qui m'a fait beaucoup réfléchir depuis. Eric se demandait dans son commentaire si la phrase de Shakespeare, la citation tirée de Roméo et Juliette, « These violent delights have violent ends » ne serait pas au final une phrase de commande. Par phrase de commande, on entend phrase qui déclencherait un comportement prédéterminé chez les autres. Cette réflexion nous ramène à la question de la voix que semble entendre Dolores. S'agirait-il d'une séquence prédéterminée qui aurait été implantée de longue date dans son esprit par Robert Ford? Quoi qu'il en soit, cet épisode 2 semble confirmer l'hypothèse de la phrase de commande lorsque Dolores est dans la rue principale et qu'elle transmet la citation à Maeve comme on transmettrait un virus. Maeve, c'est évidemment la fille de Saloon, magnifiquement interprétée par Thandie Newton. En effet, réfléchissez bien, cette interaction apparemment anodine semble coïncider dans le temps avec le début des flashbacks qui vont ensuite considérablement troubler Maeve. Voilà qui nous amène tout naturellement à évoquer plus en détail le personnage de Maeve qui est vraiment essentiel dans ce deuxième épisode. Et c'est sur fond d'une magnifique cover de Radiohead que la fille de Saloon est à son tour hantée par des réminiscences de ses vies antérieures dans le parc.
Elle semble se souvenir avec nostalgie de sa vie en compagnie de sa petite fille. Le rêve tourne malheureusement vite au cauchemar avec l'attaque scénarisée d'Indiens, du moins jusqu'à l'intervention de l'homme en noir contre lequel Maeve ne peut pas protéger sa fille, et cet homme en noir vient exprimer tout son sadisme avec une froide délectation. Entre-temps, on a pu voir dans les coulisses que l'hôtesse Maeve a failli finir au rebut sur décision de l'assurance qualité, ou QA en VO, mais qu'elle a été sauvée in extremis par la jeune ingénieure Elsie qui procède à son examen et à sa reprogrammation en portant des sortes de Google Glass. Ce passage permet d'ailleurs de souligner à quel point l'ingénieure Elsie ressent de l'empathie pour les autres, ce qui rend son personnage d'autant plus sympathique suite au baiser volé à Clémentine dans le premier épisode. Alors qu'elle pense s'endormir, Maeve est récupérée pour un check-up physique complet. Cherchant à échapper au cauchemar de l'homme en noir, elle se réveille en pleine intervention. L'actrice qui incarne Maeve, Thandie Newton, a d'ailleurs défendu l'intérêt scénaristique de sa nudité durant cette longue scène, et de mon point de vue, elle a parfaitement raison. En effet, sa nudité n'a rien de voyeuriste ou de mal placé, bien au contraire. Sa nudité vient justement souligner sa fragilité et son humanité, une humanité totalement bafouée lorsqu'elle se retrouve confrontée au terrifiant spectacle des corps inanimés des hôtes qui sont réparés durant la nuit. Cet aspect des coulisses du parc, dont est témoin Maeve, est tellement atroce que cela m'a directement fait penser aux pires actes de l'humanité et notamment aux camps de concentration. Et encore une fois, dans ce contexte, la nudité totale de l'actrice semble parfaitement digne et appropriée, en tout cas beaucoup plus que ne le serait la façon dont certaines danseuses sont réduites à leur forme dans des clips musicaux par exemple. En résumé, de mon point de vue, le personnage de Maeve est à lui seul un plaidoyer contre la réification, ou la chosification si vous préférez, de la femme, et Thandie Newton l'incarne magnifiquement. Passons maintenant à Teresa et Bernard, dont on découvre qu'ils sont amants. Il est amusant de constater combien cela nous apparaît comme une transgression, tellement la série nous a déjà habitués aux relations très scriptées ou codifiées entre les visiteurs et les hôtes. On apprend que la pression de la compagnie qui détient vraiment le pouvoir est une source de stress pour Teresa, un stress qu'elle exprime par la cigarette. À cette occasion, on sent nettement poindre dans la série la critique d'une forme de monde du travail qui fait passer l'aliénation par la disparition totale de la frontière entre vie professionnelle et vie privée. À ce sujet, on a quand même l'impression que les employés vivent dans une immense prison. Ils y vivent d'ailleurs 24 heures sur 24 avec l'impossibilité de retourner régulièrement chez eux. Toutefois, ce sont surtout les actions de Bernard qui intriguent dans cet épisode. Tout est fait pour qu'on s'interroge sur ses véritables motivations lors des entretiens clandestins qu'il semble mener avec Dolores. On pourrait alors avoir l'impression que Bernard est derrière le changement des hôtes, mais de mon point de vue, Bernard est surtout en plein milieu d'une crise de loyauté envers Robert Ford. En effet, je pense que Bernard a des doutes sur les intentions et le comportement de Robert Ford, un homme qu'il admire énormément, et du coup il mène une enquête discrète de son côté pour en avoir le cœur net. On notera que Bernard n'a confié ses doutes à personne, pas même à Teresa. Puisqu'on parle du loup, non pas ce loup-là, je parle du vieux loup, Robert Ford, je vous propose de nous attarder sur le vieux bonhomme. Et lorsqu'il décide de prendre un ascenseur pour monter au niveau du parc, on se doute bien que ce n'est pas uniquement pour se dégourdir les jambes. De toute évidence, il a une relation très particulière avec sa création, il en connaît tous les secrets, au point de diriger un serpent à sonnette au doigt et à l'œil. Et lorsqu'il dit au petit garçon hôte que dans ce monde tout est magique sauf le magicien, il m'a furieusement fait penser au magicien d'Oz. On est forcément très curieux de savoir ce que prépare Ford pour le parc. En toute fin d'épisode, il confie à Bernard qu'il travaille depuis longtemps sur quelque chose d'original. On se demande si le clocher noir a un lien avec Dolores et l'évolution des hôtes. On pourrait même imaginer un drame personnel qui aurait marqué la vie de Robert Ford et qui l'aurait mené à la création du parc. Pourquoi pas, par exemple, une fille perdue qui serait à l'image de Dolores. Les personnages de Robert Ford et de Lee Sizemore sont à nouveau utilisés pour nous livrer une critique acerbe d'Hollywood et surtout le monde des blockbusters aux recettes un peu trop bien huilées. L'insupportable Sizemore se révèle non seulement odieux avec la plasticienne responsable du gros nez de son indien, mais aussi roi du mauvais goût lorsqu'il présente le nouvel événement qu'il avait imaginé pour le parc, Odyssey on Red River. Il s'agit là, sans aucune ambiguïté possible, d'une critique au vitriol des recettes un peu trop faciles et galvaudées des films hollywoodiens qui viennent flatter les bas instincts voyeuristes et violents des spectateurs. Par opposition, le discours de Robert Ford, qui vient insister sur le sens du détail, la subtilité, est un véritable plaidoyer pour un cinéma de qualité,
pour un art qui permet à celui qui le regarde de s'inspirer et de s'élever. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec l'homme en noir qui nous en fait voir de toutes les couleurs. L'homme en noir, c'est un peu la dernière personne que vous avez envie de voir venir vous sauver. Après avoir récupéré un autre sur le point d'être pendu dans le scénario du parc, il le traîne jusque dans un coin complètement paumé, une petite ville qui cache la famille du hors-la-loi. Sur le scalp du pauvre hôte du premier épisode, on voit clairement le symbole d'un labyrinthe avec un homme schématisé en son centre. L'homme en noir veut absolument accéder à l'entrée du labyrinthe et ce n'est qu'au dernier moment que la petite fille choisit apparemment de lui donner un indice pour y accéder. Avec le carnage que commet le personnage, il finit même par attirer l'attention et on a alors la confirmation qu'il est considéré par le QA comme un visiteur comme les autres. J'ai tendance à penser que c'est Robert Ford qu'on trouve derrière cette histoire de labyrinthe, mais quel est son véritable but? Peut-être s'agit-il de cacher quelque chose de symbolique qui ne plairait pas trop à la compagnie qui détient le parc. Quoi qu'il en soit, l'homme en noir prévient, plus jamais il ne reviendra en arrière. On peut dire qu'il est décidé. En termes d'interprétation, il me semble que l'homme en noir peut correspondre à une sorte d'allégorie critique du spectateur. Pour commencer, il est le spectateur que des années ininterrompues de spectacles de violence ont rendu au final aussi insensible qu'inhumain. On pourrait aussi voir en l'homme en noir un spectateur qui, comme moi, ne se satisfait jamais du premier niveau de lecture et va toujours creuser pour trouver des théories. Sa recherche du labyrinthe serait donc la recherche insatiable de la vérité, et il le ferait quitte à complètement briser l'enchantement et à refuser de se laisser porter par l'histoire. Passons à la dernière partie de la vidéo. En effet, chaque semaine, je sélectionnerai parmi vos commentaires, une question. Donc pour cette fois, j'ai pris ma propre question qui porte sur la signification du logo de Westworld. Que peut-on voir dans le symbolisme de cet androïde, bras et jambes écartés sur ce W? C'est évidemment d'abord un symbole christique puisqu'on peut deviner des gouttes de sang au niveau de ses mains. C'est ensuite un double symbole d'enfermement. L'androïde est non seulement prisonnier du cercle, mais le W de World est lui aussi enfermé entre deux traits. La position et le graphisme font également furieusement penser au célébrissime Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. L'Homme de Vitruve a notamment pour vocation de mettre en avant le nombre d'or. Le nombre d'or serait la clé des proportions parfaites. On le retrouverait dans l'anatomie humaine, mais il aurait aussi été utilisé dans l'architecture de certains des grands monuments de l'humanité. D'une certaine façon, on peut y voir le symbole que l'homme n'échappe pas à certaines grandes lois universelles et que sa liberté reste définitivement illusoire. Quoi qu'il en soit, ce symbole semble parfaitement correspondre à la vision de l'architecte du parc et de ses hôtes, à savoir Robert Ford, le véritable Léonard de Vinci de Westworld. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est de la mise en ligne des vidéos d'analyse des prochains épisodes de cette première saison, j'essaierai de garder un rythme assez soutenu, mais sans inonder ceux qui n'ont pas forcément envie de voir ces vidéos remises en ligne. Donc je vous dis à très bientôt, et puis si vous cherchez les t-shirts, vous les trouvez en description des vidéos. Salut!